nous a semblé intéressant d'aborder le concept de nature quand on en vient à parler de droit naturel, peut-être parce qu'on en a perdu à la fois la saveur, la profondeur, le sens et la portée. Quand nous employons l'expression « la nature », nous évoquons une réalité aimable et sympathique. Mais quand on se met à réfléchir un peu, le mot suggère une sorte d'ambivalence entre un environnement et un mouvement de vie d'un côté, et dans le même temps, il semble recouvrir une réalité hostile que l'homme se doit de soumettre pour en obtenir les fruits, d'abattre pour en défricher les espaces, de tuer pour manger ou obtenir des fruits, et peu à peu de se développer dans son humanité, créer une civilisation. Cette ambivalence conduit l'homme à penser la nature objet comme s'il lui était extérieur, alors que par ailleurs, il lui appartient, intégré à elle comme un élément constitutif. Le progrès scientifique a conduit peu à peu à enchâsser la nature dans la rationalité, par un processus d'arraisonnement. C'est ainsi que l'homme devient le dominateur de la nature, qu'il considère comme objet dont il peut disposer. Ce progrès aboutit à la domination de l'homme par l'homme. Notre humanité est ainsi en équilibre. Elle balance en quelque sorte entre deux excès dont nous voyons les effets dans le transhumanisme d'un côté et l'antispécisme de l'autre. Je commencerai par m'attarder au concept de nature en tant que tel et après à ses incidences concernant la nature humaine. Le mot nature, comme vous le savez probablement, est un dérivé d'un mot latin, du verbe nascor, naître, et il faut être né, dit-on, pourrait se dire de nature. Selon saint Thomas d'Aquin, la nature se dit premièrement de ce qui est engendré et de la génération des engendrés. Cela s'applique aux végétaux et aux animaux. Il est bon de revenir à cet ordre primordial de la nature pour en comprendre le sens. La nature désigne aussi le principe même de cette génération. Principe de vie, principe d'ordre, que l'on dit naturel. Le gland contient une puissance de vie ordonnée que l'on appelle l'essence de chaîne. C'est ainsi que la nature peut être définie comme le principe de vie et de mouvement des êtres naturels. Principe de vie et de mouvement des êtres naturels, des êtres vivants. La nature, c'est la vie constatée et observée en nous et tout autour de nous. Le monde urbain et technologique nous en éloigne, mais la forêt, la mer, la montagne, les oiseaux, la naissance d'un enfant, une plaie qui se referme, la mort d'un homme ou sa guérison nous rapprochent de la nature, puissance de vie, de cet ordre que nous observons et qui nous anime. Les Grecs se sont émerveillés dans l'admiration et dans l'observation du cosmos. Ils se sont étonnés et en ont recherché les causes. Ils ont découvert un ordre dont leur intelligence pouvait dire quelque chose. Il y a dans la nature une disposition des parties les unes par rapport aux autres, un ordonnancement intelligent, ou mieux encore, une finalité ordonnatrice. Les êtres vivants sont par nature destinés à leur fin, c'est-à-dire au plein épanouissement de leur constitution ordonnée. La nature, c'est ce qui est donné, un donné primordial, ce qui est et qui ne dépend pas de l'homme pour exister. La nature est l'ensemble des conditions de la vie dont je fais l'expérience. Cette expérience me conduit à savoir que cela existe et que j'existe puisque c'est moi qui en fais l'expérience. Peut-être que vous décelez là exactement l'inverse du schéma cartésien, cet ordre de la nature qui préexiste à ma pensée. Descartes renverse le réalisme de la relation à la nature en considérant qu'il pense et ensuite qu'il existe.
C'est parce qu'il prend conscience qu'il pense qu'il peut affirmer qu'il existe. Cogito ergo sum. Cela le conduit inéluctablement à penser que l'existence de la nature dépend de sa propre pensée. L'ordre de la nature devient alors un objet rationnel qui est malléable et sur lequel je peux intervenir à loisir. En séparant la philosophie de la science expérimentale, la modernité a perdu le réalisme de la philosophie grecque, qu'elle avait institué en fondant l'exercice de la pensée sur l'observation, l'étonnement et la quête humble de la vérité dans la recherche des causes. Quelques siècles séparent René Descartes et ses méditations métaphysiques de Yuval Harari, auteur bien célèbre de Homo Deus notamment. Pourtant, il existe bien une filiation. Dans la conception cartésienne de la nature et la construction d'un modèle transhumaniste dans lequel l'homme tente de se sauver lui-même par la technique. Accorder la primauté absolue à la capacité de penser ou à la liberté de penser revient à nier toute vérité qui sort du cadre de cette pensée. Chaque individu devient une liberté absolue qui nie la vérité des autres, qui devient encombrante, en trop, absurde. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Attardons-nous maintenant sur les conséquences de ce concept de nature sur notre humanité et la nature humaine, donc. Je voudrais commencer par une citation. Cette citation, vous pourrez la retrouver, donc prenez le temps de l'écouter, vous pourrez la retrouver dans vos documents. Concevons bien ce que signifie le mot nature pour le philosophe. C'est ce que la chose ou l'être considéré est ce qui permet de le définir. Concevoir une nature est un acte de l'intelligence à partir de l'observation du réel. C'est cette idée de nature est le seul moyen de condamner absolument tout racisme. C'est elle qui nous fait voir dans l'homme d'un pays ou d'une époque très éloignée des nôtres, notre semblable et notre frère. C'est une citation d'Isabelle Moural, grande philosophe qui a beaucoup travaillé à rendre la philosophie accessible à la jeunesse. Mais comme vous le savez, si le concept de nature est contesté, l'expression même de nature humaine est insupportable pour l'idéologie contemporaine. Les conséquences de l'affirmation de l'existence d'une nature humaine sont l'objet même de vos travaux. Ils sont en rupture brutale avec la confusion des genres et les idéologies de la mutation qui envahissent l'éducation de nos enfants. S'il n'existe pas de nature humaine et que tout est culturel, alors il est impossible de fixer de manière définitive la dignité de toute personne humaine dans l'espace et dans le temps. S'il n'existe pas de nature humaine, alors il n'est pas étonnant que certains hommes aient pu penser à différentes époques de l'histoire qu'ils étaient supérieurs à d'autres, ou que l'homme et la femme n'étaient pas parfaitement égaux en dignité et en droit. S'il n'existe pas de nature humaine, alors il est impossible de parler d'éducation de manière universelle. Tout est conjoncturel et seule la sociologie permet alors de fonder les principes d'une action éducative. Tout devient relatif à la culture de la société dans laquelle vivent les hommes en fonction des circonstances et des idéologies. Jean-Paul Sartre est probablement celui qui exprima avec le plus de virulence et de clarté la rupture avec la nature humaine. Je le cite, « S'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, il sera tel qu'il sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, dit Sartre, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. » Et on rejoint cette pensée selon laquelle tout repose sur notre volonté. Cette pensée existentialiste ouvre la voie à la totale indépendance de l'homme vis-à-vis de sa nature. Si la pensée contemporaine en est venue à déclarer la caducité de l'ordre naturel, c'est pour mieux éradiquer toute dépendance avec un ordre qui contient les éléments fondateurs d'une morale universelle. Il s'agit de libérer la liberté humaine de la contrainte d'un ordre reçu d'en haut.
C'est le refus de se recevoir être créé, c'est l'élaboration d'une liberté sans normes et sans bornes. Soit il y a une nature humaine et l'homme n'est pas libre, soit l'homme est libre et alors il sera tel qu'il se sera fait. La conception même d'une intention créatrice doit être annihilée jusqu'au refus de toute vraie métaphysique. Affirmer qu'il n'y a pas de nature humaine permet, dans un premier temps, d'ouvrir la voie à l'indépendance de l'humanité à l'égard d'un ordre et d'une finalité, et dans un second temps, d'offrir à l'homme ce dont il rêve depuis Prométhée, c'est-à-dire une toute-puissance de sa rationalité et de sa volonté, et l'absence totale de limites. En conclusion, accueillir le donné de la nature avec la simplicité et l'humilité du nouveau-né est au fondement d'une démarche intellectuelle réaliste. C'est l'orgueil de l'homme qui se prend pour mesure de toute chose qui conduisit la modernité à penser qu'elle pouvait être sa propre origine, créatrice et maîtresse d'une nouvelle nature, d'un nouvel ordre et d'un homme nouveau. S'accueillir comme né de l'ordre de la nature, non pas fabriqué, mais comme donné à soi-même. Je reçois ma nature, l'ordre naturel de mon humanité, ma propre vie, le souffle primordial de mon existence. Tout cela, je l'ai reçu. L'homme naît grâce et avec un principe de vie qui l'oriente sans le déterminer. Cette réflexion sur le concept de nature, et de nature humaine en particulier, est au cœur de la juste compréhension de l'agir humain et de la finalité de la vie humaine. En faisant une sorte de décoction du concept de nature, nous découvrons non seulement l'action première du Créateur, mais aussi la trace de ses intentions sur l'ordre du cosmos et l'harmonie de la vie humaine en son sein. L'absence de nature correspond bien à la mort de Dieu dont parle Nietzsche, et nous comprenons mieux la gravité des propos que Dostoïevski met dans la bouche d'un personnage des frères Karamazov. Si Dieu n'existe pas, alors tout est possible. Et nous pourrions dire, si la nature n'existe pas, alors tout est possible. Merci de votre attention.